C'est l'heure de la revue de presse internationale avec Hélène Frade. Et justement, au menu de cette revue de presse, la visite de Shinzo Abe, le Premier ministre japonais, aujourd'hui à Pearl Harbor, sur l'archipel d'Hawaï, pour démontrer, je cite, la force immense de la réconciliation. Cette visite très symbolique du Premier ministre japonais sur ce qui fut le théâtre il y a 75 ans d'une attaque qui précipita l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale a pour but de commémorer ce conflit, mais aussi de renforcer les liens entre le Japon et les États-Unis, selon The Japan Times, qui évoque la préoccupation de Shinzo Abe à propos de l'avenir justement de cette relation sous la future présidence Trump. Le quotidien japonais rappelle que cette visite intervient 7 mois après celle de Barack Obama à Hiroshima, soulignant que le président n'avait pas présenté ses excuses pour la bombe atomique à cette occasion. The Japan Times, qui ne mentionne pas en revanche le fait que Shinzo Abe ne devrait pas non plus présenter les siennes aujourd'hui à Hawaï, contrairement au site The Voice of America qui rapporte que le Premier ministre japonais est perçu comme un nationaliste enclin à une vision révisionniste de l'histoire, je cite, une vision qui présente le Japon non comme un agresseur impérialiste lors de la Seconde Guerre mondiale, mais comme une nation qui aurait tenté de repousser la domination américaine et européenne en Asie, une vision dont Shinzo Abe aurait pris soin de ne pas faire état ces 2 dernières années, selon un spécialiste du Japon cité par la radio publique américaine. Et en Chine, sa visite à Hawaï est présentée comme une manœuvre vouée à l'échec. The China Daily confirme que cette visite a pour but de réconcilier davantage le Japon avec les États-Unis, mais il affirme aussi qu'elle est destinée à envoyer un signe à Donald Trump, qui avait demandé au moment de la visite de Barack Obama à Hiroshima si le président avait aussi l'intention de discuter de l'attaque perfide, je le cite, de Pearl Harbor. La visite de Shinzo Abe est donc présentée comme la réponse japonaise à cette question, mais le quotidien chinois prévient effectivement qu'étant donné la nature imprévisible de la politique étrangère du président élu, je cite, il est difficile de dire si le geste de bonne volonté esquissé par Tokyo obtiendra à son tour la réponse souhaitée de la part de la prochaine administration américaine, je cite. Le China Daily ne goûte pas beaucoup, on le sait, les sorties de Donald Trump sur la Chine. Il n'aime pas beaucoup non plus ses récentes déclarations sur son intention de renforcer le potentiel nucléaire américain. À voir, pour terminer, Pierrick, avec ce dessin qui montre l'année 2016 terrifiée par la menace nucléaire qui tente de s'emparer de l'année à venir. On va rester en Asie, mais direction à présent la Corée du Sud, où Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, qui s'apprête donc à quitter son poste, prépare déjà son retour sur la scène politique nationale. Le secrétaire général a l'intention de se présenter à la prochaine présidentielle, programmée en décembre prochain, d'après The Korea Times, qui explique que l'annonce de sa candidature accélère la décomposition du Parti conservateur, dont 29 parlementaires sur 120 ont décidé de quitter leur formation. Déjà très ébranlés, on le sait, par le scandale du Choygate, qui a entraîné le vote d'une motion de destitution contre la présidente qui doit quitter, elle, son poste dans les mois qui viennent. Selon The Korea Herald, ces parlementaires ont réagi à la mise en cause de Ban Ki-moon par le magazine Sisa In, qui a affirmé samedi dernier que celui-ci avait reçu 200 000 $ en liquide en 2005, alors qu'il était ministre des Affaires étrangères de la part du président de l'époque, et reçu également 30 000 $ en 2007, alors qu'il venait d'être nommé à l'ONU. Des relations démenties par Ban Ki-moon, qui parle d'accusations complètement fausses et dénuées de fondement, je le cite. Direction à présent la République démocratique du Congo. Après plusieurs jours de blocage, eh bien le compromis politique semble cette fois en bonne voie. La conférence épiscopale nationale du Congo a en tout cas annoncé hier avoir bon espoir de parvenir à un accord le 30 décembre. À Kinshasa, néanmoins, les tensions persistent, selon The Guardian, qui montre, on le voit, une patrouille de l'ONU dans les rues de la capitale. Les Congolais ignorent toujours si Joseph Kabila va tenter de se maintenir au pouvoir coûte que coûte, malgré la fin de son mandat. Et c'est une hypothèse critiquée par Le Figaro, qui évoque la nécessité d'une alternance, rappelant que si le président congolais annonce clairement qu'il quittera le pouvoir en décembre 2017, qu'il ne se représentera pas, qu'il ne changera pas la Constitution, qu'il proposera un accord réunissant toutes les bonnes volontés au gouvernement, qu'il libérera les prisonniers politiques, qu'il abandonnera son harcèlement judiciaire contre l'opposant Moïse Katumbi et qu'il organisera enfin des élections libres et transparentes. Alors, et seulement alors, l'opposition sera prête à accepter qu'il reste en place pour une période de transition d'1 an, 1 an encore, pas plus. Voilà donc ce que nos spectateurs pourront retrouver dans la presse internationale ce matin. Merci beaucoup Hélène Frade pour cette revue de presse. C'est la fin de cette demi-heure d'information. Restez avec nous. L'info continue dans un instant sur France 24.